Bien, écoutez, merci pour cet accueil et cette transition habile. Je reviendrai évidemment, parce que j'ai compris qu'une question m'était posée sur ce que pourrait être le soutien institutionnel de l'assurance maladie au projet que vous avez présenté. Je voudrais d'abord évidemment commencer en remerciant votre président, Monsieur Renard, de l'invitation renouvelée, puisque nous avions, j'avais été invité l'année dernière, je n'avais pas pu venir, mais j'avais promis d'être là cette année, c'est chose faite, en mettant tout de même, jusqu'à la conclusion d'Olivier Saint-Lary, interrogé sur le pourquoi de cette invitation, parce que c'est vrai que nos deux maisons ont finalement assez peu de relations. Le thème de cette table ronde, évidemment, est important pour nous, mais en le prenant au pied de la lettre, effectivement, le point de croisement, je trouve, entre l'assurance maladie et le CNGE, c'est quand on y regarde bien, et je vais commencer par insister sur ce point, je pense de considérer que nous portons, je pense, la même vision de ce que doit être le chemin de transformation de notre système de santé. Je reviendrai sur les raisons pour lesquelles je pense qu'il doit y avoir une évolution de notre système de santé, mais avec quelle ambition et quelle conviction? Je ne sais pas si c'est le mot efficience qui est le plus parlant. Je pense que c'est celui de la qualité des soins, qui est, me semble-t-il, et qui doit être, me semble-t-il, le fil rouge de tout. Alors, c'est évidemment au cœur de ce que vous portez. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est aussi au cœur de ce que l'assurance maladie veut faire et veut défendre. Je n'ai pas évidemment besoin d'être très long sur le fait que, étant médecin, bien sûr, la qualité des soins est au cœur de votre vocation, et étant enseignant, chercheur, vous portez évidemment plus que tout cette dimension et cette conviction-là. Ce qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est que l'assurance maladie aussi le porte. Voilà. Nous sommes souvent considérés, regardés comme étant une institution qui intervient avec pour finalité première faire des économies. Voilà. D'ailleurs, Yann Bourgueil, dans sa présentation, a indiqué qu'effectivement, dans l'efficience, il y a une notion médicale et une dimension économique. Mais j'y reviendrai, je vais approfondir immédiatement. L'assurance maladie, aujourd'hui, est convaincue que notre système, pour évoluer et pour répondre à ce que sont ces trois défis, avancera en privilégiant ce pari de la qualité. Ces trois défis, je les rappelle très rapidement parce que vous les connaissez par cœur. C'est celui qui porte sur l'augmentation des besoins de santé, puisque nous sommes dans une équation où à la fois d'un point de vue démographique et épidémiologique, nous sommes en face d'une augmentation, d'une croissance annuelle durable des besoins de santé. Le deuxième défi, c'est la pression qui s'exerce sur les professionnels de santé et sur leurs conditions d'exercice. Et je le dis devant des médecins généralistes qui exercent pour la quasi-totalité d'entre vous en ville, mais cette pression, elle s'exerce aussi sur vos confrères qui exercent dans les établissements hospitaliers. Et puis la troisième, plus attendue de ma part, mais évidemment qui est là, et que je souligne, c'est évidemment une pression qui s'exerce d'un point de vue économique et financier. J'en dis un mot de manière plus précise. Je crois que maintenant, nous sommes tous les pays occidentaux dans une même trajectoire qui nous impose une forme d'équilibre économique de nos dépenses de solidarité. Ça n'a pas été le cas de la France pendant de si longues années, presque plusieurs décennies, où nous vivions dans un déficit chronique de l'assurance maladie. Nous sommes en train d'en sortir, puisque la France, comme les autres pays, est en train de tendre vers un équilibre de ses dépenses d'assurance maladie. Pourquoi est-ce important, au-delà de satisfaire à des obligations européennes de réduction des déficits, ce qui probablement n'est pas votre préoccupation première, sinon en tant que citoyen, c'est parce que tout système de santé qui évidemment s'appuie sur une protection sociale forte en France
redisons-le, c'est le cas. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui encore 78% de nos dépenses de santé qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Tout système de santé qui est en déficit subit une tentation, mais qui se traduit par des faits, des résultats, qui est une forme de déremboursement et d'érosion de cette solidarité. Et quand je vous dis que nous sommes à 78% et que nous sommes stables, on pourrait dire, nous avons été en déficit, et pourtant vous nous dites que nous sommes à 78% et que vous restez à cette hauteur-là. Oui, mais pour ceux qui connaissent bien ces sujets, nous savons que cette stabilité du taux de couverture par la Sécu des dépenses de santé, elle dissimule un effet de trompe-l'œil qui fait que la progression des affections de longue durée, prise en charge à 100%, a masqué les effets de déremboursement qui se sont succédés d'année en année au cours des 20 dernières années. Et donc, revenant, je dirais, à cette notion d'équilibre de la branche maladie, je pense que nous nous mettons en réalité progressivement à l'abri de certaines tentations de continuer dans cette voie de déremboursement au fil de l'eau. Et donc cette notion d'équilibre, je pense que là où d'aucuns pourraient essayer de l'atteindre par des régulations comptables, des mesures tarifaires, l'assurance maladie, elle porte, encore une fois, je le dis, cette conviction que nous avons les moyens de pouvoir maîtriser cette progression des dépenses, tout simplement en favorisant davantage d'efficience, de qualité, de pertinence, de prévention, aussi bien dans les prises en charge que dans l'organisation du système de santé et dans les parcours des patients. Et ce faisant, comme vous l'avez vu, je pense que nous pourrons à la fois, comme je le disais, cocher 3 cases qui, par la qualité, se conjuguent, celle d'une meilleure prise en charge de patients qui sont de plus en plus chroniques et sur lesquels nous devons transformer et faire évoluer nos organisations et nos modes de prise en charge. Deuxièmement, favoriser par de meilleures organisations, améliorer vos conditions d'exercice dans un système de santé qui, aujourd'hui, malheureusement, reste marqué par une organisation qui, en tout cas pour la ville, reste très cloisonnée, atomisée, et avec beaucoup de professionnels qui, exerçant seuls, subissent d'autant plus fortement le poids de toutes les tâches qui ne sont pas strictement médicales. Et puis enfin, comme je l'indiquais, atteindre aussi cette nécessité d'un système de santé qui s'équilibre et donc se pérennise. Cette conviction est d'autant plus forte que nous avons même été jusqu'à faire fondamentalement, d'ailleurs même évoluer jusqu'au titre de notre rapport annuel, puisque nous produisons chaque année un rapport qui, je crois d'ailleurs, gagne à être lu, qui pendant de très longues années s'appelait rapport chargé-produit. C'est un rapport qui sort chaque début juillet et qui a été s'appelle chargé-produit parce qu'une loi de 2004 nous a demandé de rendre chaque année un rapport sur les économies qu'il faut faire l'année suivante pour assurer l'équilibre des dépenses de santé et de la branche maladie. Nous l'avons progressivement transformé de telle sorte que ce rapport, quand on le lit, présente des éléments d'analyse issus du SNIRAM, dont on parlait, sur ce qu'est la dépense de santé, et analyse aussi des processus de soins, des organisations de soins. Et son titre, dorénavant, c'est « Améliorer la qualité des soins et maîtriser les dépenses ». Avec 5 axes sur lesquels nous nous engageons. Le premier, c'est évidemment celui de l'organisation des soins, car nous sommes, je pense, ici tous convaincus que ce sera un défi clé pour permettre précisément une meilleure prise en charge et meilleures conditions d'exercice. Nous aurons donc, dans les prochaines années et dans les prochains mois, à investir davantage dans le champ conventionnel qui est le nôtre, puisque l'assurance maladie a cette chance, entre guillemets, cette responsabilité que de négocier les conventions monoprofessionnelles avec chacune des professions de santé. Nous aurons à privilégier dans les prochaines années des approches davantage pluriprofessionnelles, ce qui n'est pas l'habitude que nous avons jusqu'à présent observée, avec beaucoup d'approches monoprofessionnelles, mais nous aurons, je pense, à
investir davantage ce champ des structures pluriprofessionnelles. Nous l'avons commencé par un accord qui s'appelle un ACI sur les maisons et pôles de santé. Nous voyons bien que ces structures d'exercice regroupées ne peuvent à elles seules constituer le seul cadre dans lequel cette coordination va davantage se développer. Et nous aurons à inventer dans les prochains mois l'accompagnement de nouvelles structures, créées d'ailleurs par la loi santé de janvier 2016 sur les communautés professionnelles territoriales de santé, qui doivent permettre à des professionnels de santé, médecins, mais pas que médecins, de pouvoir mieux fonctionner de manière mieux coordonnée ensemble sur les territoires. Deuxième axe d'intervention, c'est bien sûr la diffusion des bonnes pratiques médicales et une meilleure connaissance des pratiques professionnelles, ce que l'assurance maladie n'a nullement la prétention de faire seule. Je pense que toutes nos actions, plus que jamais, doivent être construites dans un dialogue en amont avec des partenaires que sont la Haute Autorité de Santé, mais aussi les sociétés savantes. Je signale d'un mot une campagne que nous venons de lancer avec le soutien du Collège de médecine générale et d'autres sociétés savantes sur la lombalgie courante, qui est en train d'être diffusée sur les écrans et les médias, qui s'adresse évidemment aux assurés et aux patients, avec ce message simple que le bon traitement, c'est le mouvement, et qui mêle évidemment, parce que nous l'avons construite ainsi avec nos partenaires, le médecin généraliste au cœur évidemment de la démarche. Un troisième élément stratégique, c'est de lutter contre le renoncement aux soins. Nous sommes toujours focalisés sur la surmédicalisation. Je pense que aller dans la voie que j'indique suppose aussi de s'occuper tout autant de la sous-médicalisation. Nous avons évidemment des actions à approfondir dans le champ de la prévention. Nous en avons d'autres sur lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie sont en train de se déployer, parce que c'est un champ nouveau pour elles, qui est l'accompagnement de nos assurés, qui, au-delà de l'accès à leurs droits, à des droits de base, à des droits complémentaires, peinent à un moment donné, franchir le pas de soins qui ne sont pas d'aller voir leur médecin généraliste, ça je pense qu'il n'y a pas de difficulté, mais de pouvoir accéder parfois à des soins sur lesquels on sait qu'il y a encore du reste à charge, ou une forme de difficulté ou de barrière psychologique ou culturelle pour aller vers des soins nécessaires. Et nous avons, je ne sais pas si vous y avez été attentifs, un dispositif qui s'appelle la PFIDAS, qui est en train de se déployer dans toutes les caisses primaires et qui a vocation à accompagner de manière très personnalisée ces assurés qui sont dans des situations objectives de renoncement aux soins et que l'on sous-estime en réalité quand on fait des analyses un peu fines des publics que nous recevons dans les accueils des caisses primaires. Quatrième axe, évidemment le rôle des patients dans le système de santé, en améliorant leur capacité à participer au choix et à la gestion de leurs soins. Et enfin, j'y reviendrai plus longuement plus tard, développer évidemment la recherche et l'évaluation sur les services en santé, sur l'efficience médico-économique des pratiques et des organisations. Dans ce rapport dont je vous parlais il y a un instant, chargé produit, cette année, nous avons fait un chapitre particulier sur la recherche, pour tout simplement faire le constat que tous les dispositifs publics qui financent la recherche qui nous intéressent, en réalité, sous-investissent dans le champ de la recherche s'agissant des soins primaires et des services en santé, et l'assurance maladie proposant évidemment que nous puissions, avec le ministère, rééquilibrer les choses. Je voudrais aborder maintenant 5 leviers. J'ai campé peut-être quelques grandes orientations. Premier levier, celui des modes de rémunération et des modes de tarification. C'est pour moi un point important et qui est au cœur de ce qu'est notre mission. Comme je vous l'ai dit, si nous voulons gagner en efficacité, en efficience, en qualité, peu importe le terme, là où aujourd'hui nous avons des organisations que je trouve plutôt rigides, c'est parce que nous avons des modes de rémunération qui, historiquement,
culturellement, fondamentalement construite sur la rémunération de l'acte, que ce soit en ville ou dans les établissements, la rémunération des séjours, ne favorise ni la prise en compte de la notion même de qualité dans les processus de soins, ni tout ce qui peut permettre de favoriser, d'accompagner des organisations plus collectives. C'est difficile à bouger. C'est difficile à bouger. Parce que là, je reviens à ce qu'est notre responsabilité de négociation des conventions, y compris lorsqu'on est dans un champ monoprofessionnel et que l'on discute de ce que pourraient être des priorités d'investissement supplémentaires avec les organisations qui vous représentent. C'est vrai qu'il y a en France un attachement profond à la rémunération de l'acte, qui a d'ailleurs une vertu, si on parle d'efficience, de productivité, incontestablement, mais aussi des limites fortes sur lesquelles je ne m'étends pas, mais qui, encore une fois, incitent au volume et entretient des cloisonnements et une forme d'atomisation du système. Nous avons, je crois, vocation collectivement à bouger progressivement. Sans quoi, je pense que à ne pas avoir des modes de rémunération et de tarification qui encouragent ou favorisent ce vers quoi nous souhaitons collectivement emmener le système de santé, nous aurons des difficultés formidables. Nous avons fait des premiers pas, s'agissant d'ailleurs de la médecine générale, avec quelque chose qui existe pour la médecine générale et insuffisamment pour les autres spécialités, qui est la rémunération sur objectif de santé publique, la ROSP, que nous avons créée en 2011, que nous avons consolidée dans la Convention de 2016, et cela fait un écho à ce que je vous disais sur cette notion de partenariat, une ROSP qui, dans la Convention de 2016, a évolué sur la base d'un travail que nous avons souhaité, quelque part, non pas confier, mais sur lequel nous avons invité le Collège de médecine générale à nous faire part de ses propositions pour pouvoir précisément orienter nos travaux. Et ça a été une contribution très précieuse qui, me semble-t-il, est aussi un gage de légitimité et de crédibilité des indicateurs que nous avons fait évoluer et introduits dans la Convention. Mais ça ne suffira pas, et je pense que nous aurons vocation demain à avoir beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus d'initiatives rendues possibles sur des modes de rémunération qui viennent reconnaître des organisations innovantes et des pratiques qui intègrent davantage la qualité et l'efficience. Et c'est le sens, j'y insiste, d'un article de la loi de financement de la sécurité sociale de cette année, qui donc s'appliquera à compter de 2018, que l'assurance maladie a proposé dans son rapport chargé produit, qui ne s'appelle plus chargé produit. C'est le fameux article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale qui va permettre de créer un nouveau cadre permettant de financer des innovations, de permettre des dérogations tarifaires beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que ça n'était le cas jusqu'à présent. Deuxième levier d'action, celui de la formation. Il y a, le CNGE regroupe les maîtres de stage qui évidemment, accompagnent la formation initiale des futurs médecins. Je voudrais juste rappeler et valoriser évidemment le fait que pour la première fois, dans la convention médicale d'août 2016, au-delà des éléments de valorisation de vos actes, nous avons décidé d'introduire des rémunérations qui, justement, s'adressent aux maîtres de stage, que ce soit plus particulièrement les maîtres de stage situés dans des zones dites sous-denses, mais y compris quand on regarde bien un nouveau forfait qui s'appelle le forfait structure, qui a été créé dans cette convention. Il y a dans le forfait structure une rémunération, un élément de rémunération qui vient valoriser la fonction de maître de stage, qui nous paraît être évidemment un élément très important que nous devons accompagner. Et donc c'est un autre levier. Le troisième levier, c'est le levier des outils d'aide à la décision, qui me paraissent être nécessaires et insuffisamment développés dans votre pratique quotidienne. Je ne pense pas que d'ailleurs que la France soit en retard, ou si en retard que cela par rapport à d'autres pays, même si on observe
quelques autres pays européens qui, pour le coup, eux, ont pris vraiment de l'avance. Je pense à la Finlande et, dans une moindre mesure, la Belgique. Et je salue l'initiative qu'a pris le Collège de médecine générale, et je pense forcément dans un dialogue intelligent avec le CNGE, de pouvoir favoriser la diffusion, le déploiement en France de ce qu'on appelle, puisque maintenant c'est devenu EBM Practice, un terme dont il faudra peut-être trouver d'ailleurs comment l'appeler de manière plus compréhensible en français, mais un chantier sur lequel l'assurance maladie n'est qu'en soutien en réalité, pour pouvoir favoriser le fait que dans vos outils de travail, dans vos logiciels que vous utilisez au quotidien, ces éléments d'aide à la décision, l'accès à ce que sont les recommandations de bonnes pratiques médicales puissent être facilités. Ce sera aussi, je crois, au-delà d'accéder à ces éléments de recommandation, le partage de l'information. Et je me permets d'insister, de dire un mot sur le dossier médical partagé, parce que je suis, pas seulement parce que l'assurance maladie en a hérité en termes de responsabilité, nous sommes, de par la loi, chargés d'en assurer le déploiement, mais parce que moi je porte la conviction que ce dossier médical partagé ne sera certainement pas la réponse décisive. Vous avez des éléments d'information, de suivi de ce qu'est l'historique de vos patients, et vous avez, vous, médecins généralistes, beaucoup d'informations sur vos patients, mais les patients, ils bougent, ils ont des parcours, aussi bien dans le système de soins que sur le territoire national, et le dossier médical partagé me semble être une réponse au-dessus d'autres outils qu'il faut que nous réussissions à déployer. Je pense que d'ailleurs tous les pays y vont, et de ce point de vue-là, nous avons probablement, là pour le coup, un retard. Nous sommes en train de repartir dans une phase de déploiement qui a démarré dans 9 départements. 2018 sera l'année de la généralisation. Il y aura dans le dossier médical partagé des informations dont l'assurance maladie dispose. Il y aura aussi beaucoup d'informations que les établissements hospitaliers, publics et privés, transféreront dans le dossier médical partagé. Et ça, je pense, de ce point de vue-là, de la valeur, y compris pour vous, médecins généralistes, que de pouvoir récupérer par le DMP et par les messageries sécurisées de l'information hospitalière, de l'information sur la biologie ou l'imagerie, que certes, vous pourrez récupérer par des transmissions directes, mais qui peuvent, à mon avis, enrichir ce dossier de manière utile pour vous. Et, vous l'avez compris, je souhaite que ce DMP puisse être, quelque part, un objet de consensus sur lequel chacun s'investisse pour en assurer la réussite. Et enfin, je termine, puisque c'était la question qui m'était posée à la fin par Olivier Saint-Lary, sur ce dernier levier, ça fera donc 4 et non pas 5, améliorer notre connaissance et nos capacités d'évaluation dans ces deux domaines que sont évidemment la structuration des services en santé et la connaissance des pratiques professionnelles. L'assurance maladie fait beaucoup de choses, mais je pense que dans ce qu'elle doit faire un peu plus, c'est soutenir un peu plus cette recherche sur ces sujets qui, vous l'avez compris, me paraissent être tout à fait prioritaires et importants. Nous finançons l'IRDES. Yann Bourgueil était, jusqu'à il y a peu de temps, le patron de l'IRDES. Nous avons historiquement financé des choses, que ce soit au travers des projets de l'IRESP et notamment le projet Prosper. Nous sommes investis, ça a été rappelé, dans la cohorte Constance. Mais mon souhait, mon ambition, c'est de pouvoir être davantage aux côtés de tous ceux qui cherchent à améliorer cette connaissance des pratiques. Et donc, cette initiative que le CNGE veut prendre, quelque part relancer d'une certaine manière, après effectivement ce qui a été un premier épisode autour de l'Observatoire, je souhaite effectivement pouvoir l'accompagner. Et je vous le dis très officiellement, évidemment en précisant un certain nombre de choses pour à la fois poser des jalons et aussi dissiper des inquiétudes. Si vous m'avez applaudi, c'est que vous n'avez pas ici beaucoup d'inquiétudes, mais au-delà de vous, certains pourraient en avoir quand l'assurance maladie vient soutenir une telle initiative.
Ce soutien, vous m'avez indiqué qu'il devait être institutionnel. Il sera évidemment institutionnel. Il pourra être évidemment plus qu'institutionnel, car je pense que pour mener à bien ce projet, il y aura certainement besoin d'un soutien technique. Nous avons des compétences et aussi financiers, parce que vous aurez besoin évidemment d'être accompagné de ce point de vue. Mais pour poser le cadre, et tel que j'ai compris vos intentions, il s'agit évidemment de financer un projet de recherche, mais qui évidemment aura vocation à pouvoir, étant ouvert, éclairer aussi les décisions stratégiques que nous serons amenés effectivement à prendre quand il s'agira de, j'en parlais au début de mon propos, d'essayer d'éclairer ce que pourraient être des évolutions de notre système de santé, des pratiques et des modes de rémunération. Mais ce faisant, et je l'ai parfaitement entendu, évidemment, ce soutien respectera le fait que cette plateforme ne sera pas la plateforme de l'assurance maladie. Ce sera une plateforme qui sera évidemment construite par le CNGE en lien avec le Collège de médecine générale et qui, évidemment, dans lesquelles les données qui auront été réunies, en essayant de faire que ces données puissent être produites par le plus grand nombre possible de médecins. Nous en avions un petit nombre pour l'Observatoire. Nous n'avons pas besoin d'en avoir 40 000, ça n'est pas l'objet, mais d'avoir quelques milliers de médecins, 1000, 2000, un peu plus, serait déjà, je pense, un échantillon nécessaire et suffisant. Et donc, premier élément que nous dissipons, nous ne sommes pas là pour construire une base qui viendrait rassembler des éléments sur la pratique de tous les médecins généralistes à des fins de contrôle, ça n'est pas le sujet, mais il s'agit de constituer un échantillon permettant d'avoir une base et une plateforme à des fins de recherche sur un échantillon de médecins généralistes. Et avec un principe d'ouverture, évidemment. Car certes, ces données, entre guillemets, vous appartiennent, elles sont anonymisées par définition, et elles doivent ensuite permettre des travaux de recherche et un appariement avec les données du SNIRAM, parce qu'il sera important de pouvoir ensuite reconstituer des parcours de soins au-delà même de ce que sont les consultations réalisées dans vos cabinets. Donc, quelque chose évidemment qui respecte cette finalité de recherche, mais qui a une vocation à pouvoir évidemment s'ouvrir à des finalités de recherche réalisées par tous ceux qui souhaiteront en faire, et un appariement avec le SNIRAM. Et donc, ceci étant posé, je vous le redis, nous serons à vos côtés. Et je termine par un mot de conclusion qui me frappe depuis les 3 années, puisque ça fait près de 3 ans maintenant que j'exerce ma responsabilité à la tête de la CNAM. C'est finalement une forme de paradoxe que nous sommes finalement en train de lever par ce type d'initiative. Ce paradoxe, c'est que il y a, premier élément, une forme de consensus, je trouve, au-delà des tensions, des débats, des polémiques qui peuvent s'exprimer dans le champ de la santé, où on voit bien qu'il y a eu ces dernières années beaucoup de tensions. Mais quand on dissipe la tension liée à des sujets particuliers, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a, et au-delà des postures des uns et des autres, un vrai consensus sur ce que doit être la stratégie de fond, et que j'ai rappelé, me semble-t-il, au début en disant l'axe et le fil rouge, ça doit être de bouger le système par une meilleure organisation et ce levier de la qualité. Il y a aussi un deuxième élément, c'est qu'il y a aussi un sentiment d'urgence pour que les choses bougent et qu'au-delà de ce consensus sur un constat, sur une direction, on arrive à passer quelque part à des travaux pratiques. Voilà. Et c'est ce paradoxe d'un consensus sur la direction et d'une difficulté, malgré l'urgence, à s'engager dans des actions opérationnelles qui permettent d'avancer. Avec un petit fond de méfiance, entre les acteurs, au sein des acteurs, et y compris avec les pouvoirs publics. Et l'assurance maladie étant un acteur public évidemment important. Moi, j'ai la conclusion, et je terminerai
par là que nous sommes dans une période qui s'ouvre, parce que nous sommes aussi marqués par des cycles politiques, où nous avons 4 ans et demi, 5 ans, avec une stratégie nationale de santé qui va qui est soumise à la concertation ces semaines-ci, qui va donc s'officialiser à la fin de l'année. Et je pense que nous avons un devoir collectif que, dans ces prochaines années, les choses bougent. Et pour bouger, que les acteurs travaillent ensemble. Nous avons besoin, plus que jamais, de travailler ensemble et de renouer une forme de confiance qui s'articule évidemment avec une vision partagée. Et je trouve que la proposition que vous avez aujourd'hui posée, la main que vous nous avez tendue et que nous saisissons, je crois, dessine une réponse qui me rend confiant sur la suite. Merci à tous.